Papa, Mhm. le prof de MC nous a expliqué que l'Union européenne a été pensée par un Français Robert Schuman. Ah ouais? Je lui ai dit que c'était surtout un projet de Walter Hallstein, un ancien juriste nazi. Ah, elle a répondu quoi? Complotiste. Bonjour, la libération de la France en 1944 engendre très rapidement dans la société une épuration sauvage. Les partisans de la collaboration, réels ou supposés, sont ainsi exécutés ou violentés dans un mouvement cathartique de violence où se mêlent des ressentiments personnels et nationaux, déchirant l'unité du pays. Comment je vais formuler ça, moi? Ah oui. Foule haineuse cherche minorité et population fragile pour soirée tondeuse de groupe, bouc émissaire et violence cathartique. Voilà. Et plus si affinité. Face à cette tension opposant deux fractions de la société, la décision politique du gouvernement provisoire est de tout de suite insister sur l'acte de résistance qui a permis au pays de se libérer et ainsi minimiser, voire tout bonnement dissimuler la responsabilité de l'État français incarnée par les institutions de Vichy. Ainsi, à l'image de Pétain, condamné mais finalement gracié, des procès ont bien lieu, mais les exécutions restent finalement peu nombreuses. Et les peines sont appliquées sans grande sévérité, débouchant même sur une loi d'amnistie dès 1946. Non mais t'as collaboré avec les nazis, Kevin, c'est pas bien. Alors tu vas au coin, 5 minutes. Mais ces décisions politiques et judiciaires ne se limiteront pas à cela. Elles vont en effet se redoubler d'un pendant scolaire. Afin de pacifier la société dans la durée, on va tout simplement réécrire l'histoire de la période et forger un mythe, celui du résistentialisme. L'école, pendant des années, transmettra aux enfants une certaine vision de l'histoire, l'image d'une France majoritairement résistante, menée par une figure modèle à travers le personnage de Gaulle, représentant la continuité du pays et incarnant sa lutte pour la libération. Oui, parce qu'en fait, Vichy, c'était pas la France. Voilà, la France a été partie à Londres. Voilà. Alors, quand on regarde la vérité, c'est qu'en fait, lors de l'appel du 18 juin, ils étaient pas nombreux avec De Gaulle, hein. Et puis en France, tout le monde le traitait de traître. Mais bon, ça pourrait plus arriver. Maintenant, on a des fact-checkers, hein, les mecs qui sont là pour vérifier ce genre de trucs. L'école est ainsi un moyen pour le politique de structurer et déterminer le corps social en agissant sur les consciences par le biais d'un savoir orienté. Concernant notre exemple, il faudra attendre 1995 pour que la France reconnaisse officiellement sa responsabilité dans la déportation des Juifs, impliquant en conséquence une modification de l'enseignement de la période. Donc maintenant, le prof d'histoire, il t'enseigne pas seulement la Seconde Guerre mondiale, mais les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, ou comment les profs d'histoire t'ont manipulé. Et ça donne confiance, hein, ça donne confiance dans le prof qui te raconte ça. Plus récemment, concernant la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, nous pouvons lire: de trop nombreux freins, des discriminations puissantes existent encore. À l'école se joue autre chose que l'acquisition des seules connaissances. Le respect de l'autre, essentiel à une égalité authentique et concrète entre les sexes, reste à conquérir. L'institution scolaire est ainsi identifiée non pas seulement comme le lieu d'une transmission des savoirs et des connaissances vérifiées, mais comme un levier d'éducation des individus permettant de modifier en profondeur et effectivement la structure sociale par une transmission des représentations jugées adéquates. L'école est donc le lieu d'un véritable pouvoir qui n'est pas seulement celui du savoir. Alors ça s'appelle l'ingénierie sociale à coup de narratif. Voilà. Si les médias, ça marche pas assez bien, c'est pas grave, on a toujours l'école. Voilà. Ce pouvoir se redouble depuis 2016 et le PNPR, dans le cadre de la lutte antiterroriste, par une surveillance accrue des élèves dont il faut repérer et signaler l'éventuelle radicalisation. Les enseignants et personnels scolaires sont désormais soumis à un devoir de vigilance, devant repérer tout comportement suspect ou déviant, signe éventuel d'une dangerosité future. Allô, oui, j'ai un élève qui s'est radicalisé. Oui, oui, il s'est converti. Il s'est converti au bouddhisme. Comment ça, vous en avez rien à foutre? C'est dans un tel cadre que, durant la pandémie de Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale expliqua dans un document qu'il était important de repérer et signaler certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance. Remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc.
L'association de la critique des choix gouvernementaux avec des replis sectaires ou obscurantistes n'a pas été sans éveiller de vives critiques et des questionnements sur la légitimité d'une telle démarche. L'école est donc le lieu de pouvoir, mais quel pouvoir s'y exerce? La politique est-elle la seule force en présence? Quels sont les rapports que pouvoir et savoir entretiennent l'un avec l'autre? Pouvons-nous diffuser le savoir sans la structure étatique qui organise et gère l'école? Peut-on penser un enseignement digne de ce nom sans une véritable politique publique qui la sous-tende? Quels risques sont alors inhérents à ce type d'organisation centralisée? Quels sont les rapports entre politique et éducation? Voulez-vous prendre une idée de l'éducation publique? Lisez La République de Platon. Ce n'est point un ouvrage de politique comme le pensent ceux qui jugent des livres que par leur titre. C'est le plus beau traité d'éducation qu'on ait jamais fait. Il n'est pas de réflexion possible sur la justice, les régimes politiques, les lois ou encore l'organisation sociale sans réflexion sur l'éducation qui est la condition même du politique. L'éducation est un sujet et un objet politique du fait que des citoyens non éclairés sont condamnés à faire le pire et surtout se faire du mal. Le problème de Platon, en fait, c'est la mort de Socrate. Ou plus exactement, la mise à mort par une assemblée populaire, en fait, du gars qui était venu, en fait, pour les libérer. Donc là, il n'y a pas, y a pas plus inquiétant. Le peuple tue le mec qui vient, en fait, pour s'en occuper. Sans éducation, les citoyens sont sujets à une confusion entre être et apparaître, confondant notamment bien commun et bien individuel. Ce qui en fait des proies faciles pour toute manipulation et plus généralement des victimes de l'immédiateté de l'opinion. On ne naît pas citoyen, on le devient, et ce par une formation permettant de comprendre les fins et les moyens de la politique. Ainsi, une cité de fait n'est pas une cité de droit, et partager un espace, des lois ou encore une constitution ne fait pas un peuple. Il n'est de citoyenneté que là où émerge une conscience de l'intérêt général produit par une éducation. Platon a une métaphore, il a la métaphore du bateau. Il suffit pas de lever les voiles, et il suffit pas de tenir le gouvernail pour gouverner, il faut en fait savoir lire les étoiles pour trouver sa voie sur l'océan. Voilà. Si tu sais pas faire ça, tu pars en Inde, tu finis en Amérique, quoi. Imagine. Le savoir est la médiation nécessaire pour gouverner correctement, et sans laquelle il n'est pas de bon gouvernement, évitant corruption, erreur, tensions internes, multiplicité incohérente d'intérêts personnels. L'éducation permet la constitution d'une unité de la masse, en un seul peuple, développant par la médiation du savoir une distance à soi-même liant l'individuel au collectif. Le sujet est alors à l'image de son état et l'état à l'image des individus qui le composent. Tel est le sens du terme citoyen, un universel singulier. Alors l'individu, c'est celui qui, quand il va voter et quand il doit choisir son bulletin, se demande toujours en fait, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Le citoyen, il fait la même chose. Il a les bulletins dans la main, il se pose simplement la question différemment, il fait qu'est-ce qui est bon pour tous? C'est pas pareil. Critiquant des modèles éducatifs existants ne permettant pas une telle construction, parce que privé, individuel, inégalitaire, utilitaire ou encore sectaire, le platonisme construit l'idée d'une politique publique d'éducation fondée sur la puissance de contrainte de la loi, permettant une unité sociale. Seul le pouvoir politique possède le recul nécessaire, diachronique et synchronique, pour déterminer le savoir utile à l'avenir de la société. L'État, de par sa position de surplomb, est le seul à détenir le point de vue et les moyens nécessaires au fait de dispenser et organiser une éducation commune et adaptée. Permettant de massifier et réaliser ainsi l'idéal éducatif socratique, l'organisation politique de la connaissance permet de constituer une citoyenneté qui ne soit plus en conflit avec le savoir. Finalement, l'erreur de Socrate, c'est de travailler avec les gens un par un. Voilà, il les prend un par un du fond de la caverne pour les faire remonter. Je te raconte pas les mollets du gars à la fin. On notera toutefois une ambiguïté dans l'usage du terme d'éducation qui signifie à la fois une libération de l'individu qui est conduit hors de son enfance, hors de l'ignorance, hors de l'animalité, et en même temps une soumission à un ensemble d'habitudes et de règles. Éduquer l'animal, ce n'est pas le libérer, mais le dresser.
Cette ambiguïté traverse le travail de Platon qui n'hésite nullement, au nom du bien politique, à accepter l'idée d'une éducation sous la forme d'une immense manipulation, intégrant le mensonge à des fins de préservation de la cité. L'éducation comme endoctrinement n'est pas nécessairement contraire à la réalisation du bien commun. Puis de toute façon, son modèle de citoyenneté à Platon, c'est le chien. Voilà, c'est pas une cité, c'est un chenil. Allez, coucou panier. Le platonisme montre ainsi le danger d'un état gestionnaire de l'éducation, produisant les hommes en fonction de ses besoins, et ce, au prix d'une limitation drastique de la liberté d'opinion et de conscience. Le pouvoir ne se maintient jamais mieux que quand il décrète et décide du savoir. Toute instruction publique tendra toujours au mensonge, tant que ceux qui la dirigent trouveront leur intérêt à mentir. Et c'est pour eux seulement que la vérité n'est pas bonne à dire. Ainsi, les réinterprétations historiques permettant l'émergence d'un sentiment d'attachement au corps servent de creuset à la production d'une identité collective. Réactivées régulièrement dans des grandes cérémonies du souvenir, commémoration, servant deux expressions à la fois, celle des intérêts du pouvoir à un moment donné et celle de la puissance de l'État. Alors, petit exemple, on y va, 14 juillet 1789, le peuple de Paris, par peur en fait de l'armée, s'attaque au pouvoir monarchique, en tout cas à un de ses symboles. Voilà. 14 juillet 2024, le monarque présidentiel défile avec son armée et on a fait virer toute la population. Voilà. Pas mal comme retournement, hein, c'est pas mal. Fondé sur des simplifications, amalgames ou encore révérences religieuses, un passé souvent mythique et imaginaire constituant un roman national permet au pouvoir politique de se construire comme autorité, le présent semblant enraciner et justifier le passé. C'est ainsi que s'effectue un glissement entre principes et valeurs. En considérant l'école comme un lieu d'enculturation à des valeurs relatives à son temps et sa société, les citoyens intègrent des modes d'agir et de penser qui les rendent tout simplement aveugles à tout changement et à toute altérité possible. Alors je vais vous lire la lettre de Guy Môquet telle que notre président l'a réécrite. Et il n'y aura pas de précision sur le contexte. Voilà. Hein? Mais non, j'ai pas dit qu'il a été tué par les Allemands parce que la police française l'a donné. Eh non, non, je l'ai pas dit ça. Non, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. C'est bon. Le modèle scolaire de l'Ancien Régime, incarnant jusqu'à la caricature un tel principe, servira donc au départ de contre-modèle à toute pensée pédagogique et scolaire. Le modèle encyclopédiste, fondé sur le principe d'un lien indéfectible entre liberté et savoir, insistera sur la responsabilité des intellectuels à diffuser en masse connaissances et informations, et la responsabilité d'un autre côté des citoyens de s'en saisir. Démocratisation quantitative, l'érudition est ainsi laissée disponible sous la forme d'une éducation privée indépendante de la tutelle de l'État, qui n'a pour seule responsabilité que de laisser les connaissances circuler. Bon, c'est sûr, si t'as pas de quoi t'acheter un livre et que tu sais pas lire, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être compliqué. C'est ta responsabilité. Le modèle rousseauiste, fondé lui sur le principe du préceptorat individuel, critique l'idée même de système scolaire. Du fait d'une mécanique d'apprentissage fondée sur l'empirisme naturel et l'adaptation constante à la nature spécifique de l'élève. Il est tenu un compte plus exact des particularités individuelles quand on a affaire à l'éducation privée, chaque sujet trouvant plus facilement ce qui répond à ses besoins. Une gestion des apprentissages par l'État, massifiant savoir et méthode, standardisant les programmes et les rythmes, manque nécessairement le point crucial que chacun comprend d'une façon qui lui est propre. Il faut bien comprendre qu'après des années à t'expliquer qu'en fait, il faut standardiser, il faut remplir les classes à 30, les mecs, en fait, maintenant me disent non, mais faut différencier, faut adapter ton cours au profil de chaque élève. Ça va être pratique de faire 30 cours différents dans la même salle. Le modèle de Condorcet, fondé sur le refus de laisser la transmission du savoir à la seule responsabilité individuelle, se présentera comme la recherche d'une garantie d'indépendance de l'institution qu'est l'école, avec le politique censé la gérer. L'école doit se conformer aux principes des droits de l'homme et garantir absolument la liberté de chacun en limitant toute relation entre savoir et pouvoir. Dire que le peuple en sait assez s'il sait vouloir être libre, c'est avouer qu'on veut le tromper pour se rendre maître. Le modèle de Condorcet articulera certaines distinctions essentielles à titre de garantie.
Premièrement, l'école se chargera de l'instruction et non de l'éducation, n'intervenant pas dans le domaine des valeurs et demeurant dans la seule sphère du savoir scientifique démontré. Deuxièmement, l'État ne sera que gestionnaire des moyens et non des contenus ou des personnels, qui seront choisis par des collèges de savants qui seuls savent ce qui est vrai et qui est en état de l'enseigner. Troisièmement, l'État connaîtra une concurrence par le biais des écoles privées, évitant un monopole de l'enseignement, limitant sa capacité de nuisance s'il venait à dévier des garde-fous posés. C'est de là que vient l'appellation école libre pour en fait les écoles privées. Voilà, parce que c'est des écoles qui sont libres de la propagande de l'État. Bon, on n'a peut-être pas bien compris que c'était remplacer une propagande par une autre, hein, mais bon, les mecs ont dit c'est libre, alors c'est libre. Ah, ça ne se discute pas. Le projet de Condorcet, s'il est reconnu comme fondateur, n'a pourtant pas été retenu, et c'est autrement qu'aujourd'hui le système scolaire est organisé. Le modèle libéral a évolué entre les 18e et 19e siècles, et c'est ainsi que l'idée d'un État ne devant pas s'inquiéter des valeurs de sa population a fini par être amendée, même par les plus grands défenseurs de la liberté individuelle. Il faut que les institutions achèvent l'éducation morale des citoyens. Comprenant que le risque de la montée de l'individualisme est un repli sur ses seuls intérêts privés au détriment de tout intérêt pour la politique, la conséquence est la possibilité pour l'État de dégénérer. L'individualisme détruit en fait la conscience d'un corps public pouvant s'opposer à l'État. Il pousse à se désintéresser des personnes au pouvoir. Il fait disparaître le devoir de surveillance des citoyens sur les actions et la gestion de l'État. Non, mais je peux pas aller voter, là. Je peux pas y aller maintenant. J'ai mes merguez sur le feu, là. Et puis après, j'ai aquaponé. Il fallait mettre ça un autre jour. Il n'est donc pas de lien social sans l'intermédiaire d'une éducation publique qui permet aux citoyens de se construire ensemble et également autour de valeurs communes. L'institution publique n'existe plus et ne peut plus exister. Parce qu'il n'y a plus de patrie, il ne peut plus y avoir de citoyens. Ces deux mots, patrie et citoyen, doivent être effacés des langues modernes. L'école de la Troisième République se fondera ainsi sur une éducation morale insistant notamment sur la solidarité, sur un lien de dette qui nous unit également les uns aux autres, socialisant les hommes à une citoyenneté active et responsable. Mais comment cette école a-t-elle été acceptée par la population? La défaite traumatisante de 1870 a permis de faire prendre conscience d'un délitement de la notion de bien commun et d'un besoin de ressouder la nation. L'école, avec son objectif de reconstruire des citoyens, de réaliser un idéal républicain méritocratique et de vivifier un sentiment national, a su trouver l'approbation des parents, qui se présente donc comme un véritable pouvoir avec lequel l'État doit composer. Car l'école n'est pas le lieu d'une absence de pouvoir, mais d'une lutte de pouvoir. Non, mais est-ce qu'on en parle en fait des manifestations de profs? Voilà, les gars, ils sont là, ils ont fait bien leur pancarte, bien écrite, bien propre. Ils ont préparé des danses, des chants. C'est pas la lutte des classes, hein. Non, non, c'est plutôt en fait un spectacle vivant. Voilà, c'est ça. Les mecs ont confondu ça avec Avignon. Tu vois. Aujourd'hui, l'école est un moyen stratégique pour les parents d'élèves d'assurer la réussite de leur enfant. Mettant en concurrence les établissements, comparant les résultats aux examens et projets d'école, la scolarité imposée par l'État est construite par des familles qui demandent toujours plus de droits et de liberté pour parvenir à réaliser leurs fins individuelles. En cela, l'école est un lieu d'opposition entre des pouvoirs, notamment celui de l'État et celui des parents. Le retrait du projet de loi Savary en 1984, sauvant le statut des écoles privées suite à des manifestations très nombreuses, montre la puissance politique des parents. Inversement, la loi passant d'une obligation d'instruction à une obligation scolaire de 2019, limitant en conséquence drastiquement le droit de faire l'école à la maison, indépendamment de l'État, montre un véritable coup de force du gouvernement contre les familles. Les relations de pouvoir à l'école sont donc déterminées, comme dans tous les autres domaines, par le degré d'esprit démocratique animant le peuple. La première victime d'une école étouffée par l'omniprésence de principes éducatifs parfois contradictoires est évidemment l'élève. À force de vouloir ignorer que, quoi qu'on fasse, des pouvoirs subsistent, à force d'ouvrir l'école aux parents et de transformer les maîtres en famille, les inventeurs de la communauté éducative ont simplement rassemblé et confondu deux pouvoirs. Désormais, aucun enfant ne pourra se protéger par l'école du regard de ses parents, ni l'inverse. Moralité,
L'école est le reflet de la conscience politique du peuple, et ce degré de conscience détermine, en dernière analyse, le degré d'émancipation laissé à l'enfant.